s'il y en a qui sont déjà connectés, qui puissent me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, si le son est bon, si l'image est bonne. J'étais en train de discuter avec Stéphane, et donc Stéphane nous attend sagement derrière son écran. Est-ce qu'il y en a qui peuvent juste me faire un petit signe, un petit coucou? Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une très belle matinée déjà ce matin. Je vais vous parler d'ailleurs un peu de notre actualité parce que, un peu comme pour le festival de l'école de la vie, je reçois souvent les mêmes messages. Et donc, du coup, je vais vous parler donc, du coup du film C'est quoi le bonheur pour vous? Comme vous le savez, c'est un film que j'ai réalisé il y a 5 ans maintenant en arrière, qui est sorti en 2017, qui a été vu par un peu plus d'1 million de personnes et que j'ai mis en accès gratuit depuis le 20 mars, Journée mondiale du bonheur, et qui est donc en accès gratuit sur la chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous, et vous allez tomber directement sur le film. Il me semble qu'il y a quasiment plus de 700 000 personnes maintenant qui ont vu le film gratuitement. Donc profitez-en, c'est accessible pendant toute la période de confinement, et vous pouvez surtout le partager tout autour de vous parce que visiblement, il a l'air d'apporter beaucoup de bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une suite du film C'est quoi le bonheur pour vous, qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. Ce film est sorti là en 2019, c'est le deuxième volet. Donc là, on parle d'éducation. J'ai rencontré plusieurs professionnels, 120 précisément sur notre territoire, et qui parlent d'éducation et avec qui j'essaie de remettre, pas de remettre en question, mais en tout cas de trouver vraiment le format idéal que pourrait être notre système éducatif. Ça, il est accessible sur un site. Vous allez sur éducationalternative.fr et vous tomberez dessus. Et puis, la dernière chose, c'est le congrès Innovation en éducation. Donc, je vous rappelle qu'on fait 2 événements. On organise le festival pour l'école de la vie tous les ans à Montpellier. Donc, c'est toujours le 3e week-end de septembre. Cette année, il n'y aura pas d'édition. Ce sera maintenant l'année prochaine pour la 6e. Et en parallèle de ça, on organise le congrès Innovation en éducation. On a fait notre 3e édition à Montpellier le 29 février et le 1er mars. Et donc là, la 4e édition se tiendra à Paris le 24 et le 25 octobre. Ce sont essentiellement 12 conférences autour de l'éducation avec des acteurs connus dans le monde de l'éducation et notamment 2 débats. Donc maintenant, je vais laisser la place, je vais vous présenter notamment le livre de Stéphane Pérez qui nous attend derrière son écran, qui s'appelle « Traité de connaissance de soi et d'évolution personnelle ». Stéphane, écoute, nous, on se connaît depuis quelques mois, peut-être quasiment pratiquement 1 an. Et donc, je suis très content de vous le présenter parce que c'est vraiment une personne que j'apprécie avec sa femme, Marie aussi. On peut considérer d'ailleurs qu'on est devenus des amis parce qu'on se voit de plus en plus. Et je vais te laisser arriver, Stéphane, qu'on voit tes beaux yeux. Alors, dans 2 secondes, tu vas arriver en ligne et voilà. Tu es en ligne, Stéphane. Bonjour, bonjour Julien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être là avec vous et ravi de partager ce moment avec toi, Julien, sur un sujet je pense, qui est passionnant. Ah oui, c'est clair. Ouais. Alors, bon, il y a des gens qui ne te connaissent pas forcément, donc je vais te laisser te présenter, de nous raconter un peu ton parcours en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui ostéopathe notamment? Alors, je suis ostéopathe depuis un peu plus de 10 ans. Moi, j'ai un petit parcours un peu comme tout le monde, parfois un peu atypique. Hein. J'ai fait une première petite partie de carrière dans l'armée de l'air en tant que secrétaire administratif. Et puis, j'ai vécu une grande remise en question, une sorte de dépression qui m'a permis un peu de remettre en question tout ça. Et puis, j'ai enfin pu changer au sein même de l'armée de l'air de spécialité. Je suis devenu prof de sport. C'était vraiment une passion en fait qui était là depuis longtemps. Et ensuite, une deuxième grande période de remise en question où j'ai quitté l'armée et je suis devenu ostéopathe. J'ai pas mal travaillé dans l'éducation un petit peu nationale parce que j'étais détaché les 15 dernières années dans un collège et lycée militaire et à l'école polytechnique de Paris. Et puis
maintenant sur Montpellier et la Grande Motte depuis une dizaine d'années. Voilà. Donc, on peut considérer que tu es un terrien, tu es ancré, quoi. Je pars d'un certain ancrage et puis j'essaye de monter et de faire des allers-retours, on va dire, dans un juste milieu. Et puis, donc, voilà, ce qui me passionne, en fait, vraiment, c'est un peu ce que tu m'as demandé d'aborder aujourd'hui. C'est un sujet, pour moi, qui, au fur et à mesure, dans mon parcours de vie, m'a semblé complètement essentiel. C'est cette fameuse connaissance de soi et ce principe aussi de cette vie, de toutes ces questions un peu existentielles qu'on peut avoir à n'importe quel moment de notre vie, que moi j'ai eu assez tôt et avec lequel j'avais pas vraiment de réponse. Et puis j'ai compris en fait qu'il fallait un petit peu se positionner par rapport au principe du sens de la vie. Je sais que tu en parles beaucoup sur le site Nos Bien-être et avec tes intervenants. Et je pense qu'il faut on est tous invités quelque part à se positionner sur le principe du sens de la vie. Est-ce que la vie a un sens ou est-ce que la vie n'a pas de sens? Et je me suis dit, si la vie n'a pas de sens, ben, du coup, tout ce qui nous arrive est le fruit du hasard. Rien n'a d'importance finalement. Et peu importe le bien, le mal, qu'on soit à notre place ou pas dans la société, peu importe. Mais si on part du principe que la vie a un sens, ben, la vie finalement, elle est évolutive et tout ce qui nous arrive a un sens évolutif. Donc, je me suis dit, là, ça commence à être intéressant pour aborder sa vie, pour peut-être travailler sur soi, pour s'interroger, pour notre vie relationnelle, et ainsi de suite. Et en même temps, avec ce principe de sens de la vie, notre sens de la vie, elle est basée quelque part sur, encore une fois, sur nos propres compétences et nos dons qui peuvent être innés. C'est-à-dire qui reconnaît ses compétences, reconnaît un peu sa mission. On revient à nouveau sur cette fameuse connaissance de soi qui est le fameux adage qui nous vient vraiment de loin, hein, ce fameux connais-toi toi-même. Et on revient encore à nouveau à ça. Donc j'ai voulu à travers ce livre faire une synthèse par rapport à ce sujet fondamental. C'est combien d'années de synthèse, comme tu dis? J'ose pas trop le dire. Parce que j'ai mis beaucoup de temps. Il y a eu un premier temps beaucoup de lecture, parce que moi, je dirais qu'une de mes compétences, c'est vraiment d'essayer de faire une synthèse sur un sujet. Donc, j'ai vraiment tout mis en vrac pendant longtemps sur tout ce que je abordais sur ce sujet, à la fois au niveau de la philosophie, des textes anciens, des traditions anciennes, par rapport aussi à la psychologie contemporaine, la mythologie, le symbolisme de l'astrologie, et pour arriver à une synthèse qui est très intéressante, qu'on va aborder. Et ça m'a mis donc 8 ans de lecture, écriture, relecture et 8 ans. Donc, ah ouais, c'est pas rien quand même. A été un peu compliqué, a été laborieux. Mais maintenant, il est là. Le bébé est là. Et si tu devais, si tu devais nous ressortir la substantifique moelle du livre, ce serait quoi? Si tu veux, la synthèse un petit peu de tout ça, j'ai essayé de la simplifier. Alors, le livre, ce n'est pas un roman, hein, c'est vraiment un livre de réflexion et d'introspection. Mais il aborde une synthèse qui est simple et avec une forme, en fait, dans notre identité de dualité. C'est-à-dire, il y a ce que l'on est profondément. Alors après, on peut l'appeler l'âme, la conscience, l'être, le soi, mais il y a une sorte de conscience noyau qui nous anime. Quand les gens méditent ou les bouddhistes, quand on médite, on essaye en fait de rejoindre ce centre. On essaye de se mettre dans ce centre-là parce que c'est un espace qui nous relie à des choses peut-être plus grandes que nous et à ce que l'on est profondément. Donc il y a une sorte de dualité qui est commune à toutes les traditions et les cultures, avec quelque chose de central, on l'appelle donc comme on veut, et puis un ensemble de forces qui font partie de nous, mais en même temps qui sont des forces, des compétences,
là, sur le premier plan, on pourrait parler de l'être, et là, on pourrait parler sur ce deuxième plan de forces qui fonctionnent avec l'avoir et l'être, avec l'avoir, pardon, et le faire. Donc, on pourrait parler un peu de l'ego ou des forces égotiques. Il y aurait donc un peu une sorte de dualité entre ce que l'on est profondément et des forces qu'on doit un petit peu canaliser, apprivoiser et utiliser pour, évidemment, des fonctions toujours associatives, pour le bien de tous. C'est quoi ces forces? Alors, si tu veux, on peut les aborder de différentes manières. Dans la mythologie grecque, on les retrouve dans la symbolique avec les 12 dieux de l'Olympe, avec les 12 travaux d'Hercule, avec les 12 apôtres. Il y a vraiment, au niveau de la mythologie et des traditions anciennes, le chiffre 12 qui revient régulièrement. Et même au niveau de la physiologie, on a 12 système cardiaque, respiratoire, lymphatique. Le chiffre 12 aussi revient beaucoup dans la physiologie. Et ces forces-là, en fait, ce sont des forces naturelles que dans le livre, je relie en fait particulièrement aux forces du vivant et qui font partie de la nature. Et on pourrait même les associer aux 4 saisons, aux forces des 4 saisons. Et ça nous rappelle un petit peu aussi, je ne sais pas si tu te rappelles un peu de ces 4 humeurs ou de ces 4 tempéraments dont parlait Carl Gustav Jung, basés un petit peu sur des traditions orientales. Eh bien, elles sont toujours d'actualité. Et si on les aborde, ces forces-là en nous, sous forme d'énergie naturelle par rapport aux 4 saisons, ça devient très intéressant parce que, en fonction de cet inné qui nous anime, il y a des personnes qui ont un tempérament qui seront peut-être plus automne, plus hiver, plus été ou plus printanier. Si tu me comprends, si vous me suivez. Oui. Et donc, c'est vrai que on peut trouver dans l'éducation, ça peut être extraordinaire, même dans les relations, parce qu'on peut comprendre et savoir qu'un enfant est plus type solaire, plus été, plus automne, plus hiver. Et évidemment, ça va amener des compétences, des besoins, des comportements qui sont atypiques et particuliers. Et on ne peut pas, si tu veux, on ne peut pas comparer les personnes, on ne peut pas se comparer puisqu'on a chacun un petit peu une prédominance par rapport à ces forces-là. Mais si on donne un cas concret, par exemple, toi, dans ton cabinet, donc tu disais que ça faisait 10 ans que tu étais ostéo, quand tu reçois dans ton cabinet, est-ce que tu es amené justement à t'appuyer sur cette étude que tu as fait comme ça pendant 8 ans pour les aiguiller ou pas du tout? Et oui, vraiment, c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me passionne le plus. C'est-à-dire que, évidemment, quand quelqu'un vient te voir pour une demande en ostéo ou quoi que ce soit, il y a toujours ce qu'on appelle une lésion première. Une lésion première, c'est-à-dire ce manque de connaissance de soi qui nous fait faire des mauvais choix parfois, ou alors qui nous amène à manquer d'estime de soi. C'est-à-dire, si on ne se connaît pas, on peut faire, je ne dis pas qu'il y a des mauvais choix dans la vie, mais on peut s'en vouloir ou se comparer ou se culpabiliser par rapport à tel et tel comportement, tempérament, qui est en fait tout à fait naturel. Je prends un exemple. Si par exemple, moi je reçois parfois des personnes de tempérament très affectif, d'accord, eh bien, ce sont des personnes qui ont des dons et des compétences pour être en relation avec les autres, pour être sensibles à l'environnement, sensibles à l'idée de couple et très vulnérables, je dirais, à ce qui se passe autour d'eux. Ce qu'on appelle un petit peu aussi le principe de l'épigénétique, tu sais, l'influence de l'extérieur sur soi. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres comme ceci. Ça veut dire que tu penses qu'on peut généraliser comme si on mettait tout le monde un peu comme si on donnait des étiquettes comme ça à tout le monde? Alors non, mais si tu veux, on est tous animés des mêmes forces, de ces mêmes 4 forces de base, on va dire, hein, mais avec des intensités différentes. On a tous ces mêmes 4 tempéraments au fond de nous et qui travaillent à l'intérieur de nous de manière cyclique et qui s'expriment à certains moments. Mais il y a des forces qui sont une ou deux forces qui est parfois prédominante. Okay. Et si elle est prédominante, elle nous amène à
à avoir certains comportements, certains besoins. Ce n'est pas une étiquette, hein, mais ça reste quand même une force innée qui est prédominante. Alors comment pour faire plus simple, oui, excuse-moi. Vas-y. Pour faire plus simple, si tu veux, dans le livre, j'aborde ces 4 tempéraments, je les divise, si tu veux, et je les personnifie. Comme l'ont fait beaucoup là, dans la mythologie, de personnifier en fait des énergies. Et ça va être très intéressant de cette conscience qui nous anime, l'âme, le soi. C'est un peu comme si elle devait apprivoiser ces différentes forces dont je parle. Et on va imaginer qu'il y a un peu comme si nous étions un chef d'orchestre avec 12 musiciens. Et les 12 musiciens, ils sont communs à tous. On a tous les mêmes, si tu veux, musiciens. On a tous un foie, une rate, un rein et des reins, etc. Mais il y a des musiciens, il y a des forces innées qui sont plus importantes, plus intenses que d'autres. Et ça, de manière innée. Mais alors, comment on ne nous a pas appris ça? Comment fait une personne lambda là, qui est en train de nous écouter pour essayer de déceler justement ces forces naturelles qu'elle pourrait avoir? Eh bien, c'est vraiment l'intérêt d'apprendre à connaître symboliquement, je dis bien symboliquement, de trouver des approches pour essayer de mettre des mots et pour essayer de comprendre symboliquement chacune de ces 12 forces qui font partie du vivant. Donc, on est parti sur les 4 saisons, si tu veux, qui est un peu classique et basique. Mais dans ces 4 saisons, on peut à nouveau les classifier en 12 forces qui nous animent, 12 égaux, si tu veux. Et nous, on a un petit peu comme vocation de mettre en lumière, d'apprivoiser ces 12 forces ou ces 12 compétences, si tu veux. Maintenant, c'est un petit peu subjectif parce que pourquoi 12 ? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup le chiffre 12 qui revient dans les anciennes traditions, même au niveau de la physiologie. Tu parlais, je crois, dans une interview avec François Bernard, tu sais, il y a la semaine dernière, vous parliez des attitudes de porteur ou alors de l'énéagramme ou encore de Howard Gardner avec les 9 types d'intelligence. Tu vois, ben, c'est un petit peu ce principe. Voilà, c'est un peu ce principe. Au lieu de parler de 9 types d'intelligence ou de 9 énéatypes dans l'énéagramme, on va un peu plus loin, on part sur 12 forces. Ok. Tu vois? Oui, je vois, oui. Mais ça ne répond pas totalement à ma question. Comment une personne lambda fait pour les découvrir? Eh bien, c'est vraiment tout le parcours, tout le cheminement, toute l'aventure intérieure. On parle souvent d'apprivoiser ses émotions. Ben, on connaît la peur, on connaît la colère, on connaît pas mal de forces en nous, certains besoins. Et ce qui va être intéressant, c'est de mettre des mots sur ces énergies-là et d'essayer de voir à quoi elles servent. La peur, par exemple, on peut dire que la peur, bon, il faut se dégager de toute la peur, mais les peurs, elles ont une fonction. Elles nous permettent de faire attention, d'être en retrait, d'être vigilant, d'être préventif. Donc, chaque fonction, chaque émotion a une fonction particulière. Et donc, l'objectif, c'est de voir comment nous, dans notre vie, on fonctionne un peu plus avec la peur, un peu plus avec la colère, un peu plus avec tel et tel besoin. Donc, ce qui veut dire qu'il faut déjà être dans une démarche de développement personnel. En fait, il faut vraiment déjà être… Je pense d'observation de soi. Et c'est ce que disait Carl Gustav Jung. Il disait que le plus grand danger chez l'être humain, c'est l'identification à la persona. Tu sais, et la persona, en fait, ça veut dire masque en grec. Et masque, c'est bien, en fait, des forces qui sont en nous, mais finalement qui ne correspondent pas à notre identité profonde. C'est des masques. Et on pourrait imaginer que c'est des facettes de l'ego. Ça, c'est complexe, hein, parce que comme on nous a… C'est un peu complexe. C'est vrai que c'est un peu complexe. C'est pas évident. C'est pas évident de l'exprimer facilement, de l'aborder facilement. En fait, ça peut devenir évident sous condition qu'on nous l'éduque, tu vois, qu'on nous apprenne tout ça, quoi. Comme ça fait partie du champ de beaucoup d'informations dans ce grand champ qu'est le développement personnel dont on n'évoque pas, notamment à l'école, par exemple. Enfin, même globalement, en fait, dans notre société, on n'est pas… S'il y a 20% de l'ensemble de la population qui s'intéresse
apporter un regard un peu différent sur les choses, à chercher par soi-même, à être dans un approfondissement de soi en essayant de faire du développement personnel, c'est déjà énorme, 20%. Donc je me dis, pour tout le reste, il faudrait en fait, on nous l'éduque carrément dès l'école, parce que tu vois, ça me paraît hyper intéressant, en fait, pour plus tard. Et oui, parce que là, par exemple, si tu veux, même au niveau de l'éducation, moi, il m'arrive des fois d'avoir en cabinet des parents qui m'amènent des enfants un petit peu qu'on appelle hyperactifs. Ils n'arrivent pas à rester en place sur la chaise, ils bougent. Et en fait, on arrive par les comportements et même par la morphologie. Il y a des traits morphologiques qui peuvent nous indiquer certaines compétences, tu vois. Et parfois, je vois que ces jeunes-là, ils arrivent avec finalement une certaine culpabilité parce qu'ils ont l'impression, ces jeunes, qu'ils ont un problème, puisque les parents l'amènent à droite, à gauche pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont aussi autant hyperactifs. Alors qu'en fait, c'est une force printanière, c'est une force de volonté, de dynamisme des enfants qui ont besoin de mouvement, besoin d'action, besoin de découvrir le monde. Et si tu veux rester assis sur une chaise pendant 2 heures, ils ne sont pas faits pour ça. Et souvent, il y a une déculpabilisation à mettre en place pour les parents et les enfants en disant non, mais tout va bien, en fait, c'est normal. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est que d'aider l'enfant peut-être à aller faire plus de sport, avoir un punching ball à la maison, ou enfin, il faut amener l'enfant vers en fait vers quoi il est vers ses compétences. Ton outil, est-ce qu'il est fiable? Si tu devais le mesurer, par exemple, enfin, j'imagine que tu vas pas me dire le contraire, mais j'étais en train de me dire, est-ce qu'on pourrait le mesurer, imaginons, sur, je sais pas, je dis une bêtise, 100 clients qui vont venir te voir. À ton avis, c'est fiable à combien de degrés, combien de pourcentage? Ben, si tu veux, là, dans ce cas de figure, quand j'ai quelqu'un qui vient dans mon cabinet, d'abord, je me mets, si tu veux, évidemment à l'écoute et je pose beaucoup de questions et j'observe beaucoup pour essayer. Moi, j'ai une certaine connaissance de ces 12, on va dire, tempéraments, comportements de base, archétypaux, on va dire. Hein, et j'essaye en fait de les observer, de les repérer chez la personne sur plusieurs plans, dans les attitudes, dans les expériences de vie, dans les vulnérabilités, les sensibilités, même au niveau, si tu veux, des demandes au niveau médical. Parce que, par exemple, je te prends un exemple, quelqu'un qui aurait un tempérament très solaire, avec une capacité à se mettre en avant, une capacité à exprimer de la joie, ce que moi j'appelle le côté artiste, côté très social, il se peut qu'il y ait, si tu veux, des vulnérabilités au niveau du système cardiovasculaire. Et on peut faire des analogies comme ça, sans mettre d'étiquette évidemment, mais c'est des petits indices qui peuvent apparaître avec des questions qu'on peut poser aux personnes. Ok. Et généralement, est-ce que je sais pas, est-ce que tu as 80% de taux de réussite, quoi, on va dire, dans ton analyse ou beaucoup moins? Je dirais que je pense être au-dessus de 80%. Mais si tu veux, pendant l'approche, il y a vraiment une bonne partie de la séance où il faut être à l'écoute, il faut percevoir, il y a le côté intuitif et essayer à un moment donné de repérer les mots, les comportements, les attitudes, la morphologie, ou même simplement quand la personne elle va exprimer un vécu avec des émotions, on peut percevoir une émotion qui est prédominante, le besoin de reconnaissance, la sensibilité affective, ou alors une spiritualité qui est un petit peu très en avant. On peut percevoir un petit peu ces grandes forces-là. À partir de là, du moment qu'on connaît, si tu veux, archétypalement la force, on peut en déduire pas mal de petites choses, sans mettre d'étiquette toujours, mais on peut aborder la connaissance de soi. D'accord. Je peux prendre Est-ce que tu... Vas-y. Je peux te prendre un exemple, si tu veux, d'une personne qui serait d'un tempérament très affectif, qui serait, comme on l'a dit tout à l'heure, très impactée par la relation. Donc, ça veut dire que si la personne elle a un conflit dans sa vie relationnelle, où il y a une séparation, c'est un tempérament inné, une force innée qui va finalement lui donner une vulnérabilité dès qu'il va y avoir des conflits relationnels. Et parfois, la personne peut se culpabiliser d'être aussi sensible finalement à des choses qui sont un peu subtiles. Mais c'est normal.
Donc, ça permet des fois de décupler Ça fait partie. la personne. Non, je comprends, ouais. C'est pour ça que je me dis que ça serait hyper intéressant qu'on ait accès à ce type d'information assez tôt, quoi. Ben, dans l'école, par exemple, ça serait intéressant de percevoir peut-être qu'un enfant, il a plus un tempérament, j'appelle ça empathique ou maternel, on va dire, qui pourrait plutôt, on pourrait l'amener à s'occuper un petit peu de ses copains et de ses copines un peu en difficulté. Il peut y avoir des tempéraments solaires avec des enfants qui ont besoin de se mettre en avant et d'être un petit peu leader. Il peut y avoir des enfants plus en retrait qui vont observer. On pourrait leur demander justement d'observer, de se mettre en retrait, de faire une petite synthèse de ce qu'ils voient après. Il y a des enfants qui ont besoin d'une dynamique de groupe pour être créatifs. Donc, on peut repérer toutes ces compétences-là. C'est clair, ouais. Et pourquoi avoir intégré l'astrologie là-dedans? Alors, si tu veux, en abordant ce principe de connaissance de soi et en ayant beaucoup étudié sur l'énéagramme, les attitudes de Porter, les 9 types d'intelligence, la caractériologie, la typologie aussi, des choses un peu pragmatiques, ben finalement, le modèle des 12, si tu veux, des 12 signes du zodiaque, qui est très symbolique, en dehors de parler d'influence planétaire ou quoi que ce soit, c'est un autre sujet, mais qui est intéressant. Mais finalement, les 12 forces du zodiaque représentent assez parfaitement les tempéraments de base. Et c'est très intéressant parce que là, finalement, on ouvre encore une autre porte qui peut, pour les esprits rationnels, qui peut être un petit peu délicat à comprendre, mais qui est, moi, que j'observe et qui est extraordinaire. C'est que finalement, avec la date et l'heure de naissance, on va pouvoir aussi avoir certaines informations sur un certain potentiel. C'est un autre sujet, mais en tout cas, concrètement, je l'observe tous les jours. Ouais, moi je trouve que c'est un sujet passionnant. Je sais pas si j'ai eu le temps de t'en parler, mais tu sais, ma mère tirait des thèmes astro quand j'étais petit. Donc elle s'intéressait à ça de manière un peu passionnée. Donc on avait beaucoup d'amis qui passaient à la maison. Et moi, ça m'a toujours intéressé en fait. J'avais toujours une oreille qui traînait ou parfois j'étais autour de la table pour regarder ce qu'elle faisait. Et ce que j'en ai conclu après avec le temps, avec des discussions avec elle, avec mon propre aussi et ma propre réflexion, c'est que c'est une science en fait l'astrologie. On est très loin du signe, tu sais, tu lis ton magazine et puis tu as ton signe du mois avec l'horoscope, ton thème du mois. On peut mettre de côté l'horoscope, ouais, voilà. C'est complètement puéril et obsolète. Hein. Mais c'est ça, on est vraiment face à une science. C'est extraordinaire parce que, alors après, c'est vrai que scientifiquement, on peut se poser plein de questions, mais il y a Pythagore aussi qui parlait beaucoup de, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce qu'on appelait la symphonie des sphères. Non. Et la symphonie des sphères, il émettait l'hypothèse que chaque planète émettait des sons, des vibrations. En fait, émettait des sons ou des champs électromagnétiques. Ces sons créaient des ondes, des vibrations, et ces vibrations avaient un impact sur le vivant. Et ça, c'est des travaux qui ont été repris par Alexander Lauterwasser, un Allemand, qui parle d'ondes qui créent la forme, notamment aussi avec les travaux de Chladni. Et c'est très intéressant. Et Emoto aussi, hein, avec la mémoire de l'eau. Le son crée une vibration et qui a un impact sur la matière. Et en partant voilà. Et en partant du principe que les planètes éventuellement pourraient émettre des sons ou des vibrations, alors elles pourraient avoir une certaine incidence sur nos vies. C'est clair. D'autant plus que de laisser cette possibilité, quoi. En tout cas, moi, ça résonne très fort, en fait, ce que tu dis, parce que c'est pareil, je te dis, je me suis intéressé, et comme on part du principe que notre corps est constitué de 80% d'eau au minimum, et que l'eau est l'un des meilleurs véhicules en termes d'information, bah, évidemment, en fait, le son a forcément un impact sur nous. Mais évidemment, il y a ce principe aussi qui est très intéressant de macrocosme et de microcosme. Moi, je considère en ostéopathie que le corps, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en séance, je pars du principe que son corps, c'est un peu comme un microcosme. C'est un univers à part entière. Et c'est presque ce microcosme-là, je suis convaincu qu'il est en interdépendance avec le macrocosme. Il est en relation avec le macrocosme. Alors comment, pourquoi, ça c'est un vaste sujet, mais il y a une relation.
tu sais. Oui, c'est sûr. Et oui, et souvent on parle de cohérence cardiaque, tu sais. Alors, cohérence cardiaque, si on revient sur le principe des 12 musiciens et du chef d'orchestre, on pourrait dire que la cohérence cardiaque, c'est l'autorité de ce soi, de ce centre, de notre âme, si tu veux, par rapport à ces 12 forces. Mais sur un plan un petit peu plus haut, on dirait au niveau du macro, la cohérence cardiaque, c'est aussi notre capacité d'être en cohérence avec peut-être des choses qui nous dépassent. Ok. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a un exemple qui va parler quand même pour beaucoup de personnes, c'est la Lune. On le voit bien les jours de pleine Lune et les jours de nouvelle Lune. Même, en tout cas, là, j'ai appris que le 23, par exemple, c'est la nouvelle Lune. Ben, moi, systématiquement, 3 jours avant et même 3 jours après, ben, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. J'ai des rêves qui sont beaucoup plus forts. Parfois, je fais des cauchemars aussi. Et même parfois, tu sais, j'oublie que c'est de la nouvelle lune ou la pleine lune. Et quand je me réveille ou quand je suis dans cet état-là, on va dire, physique, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et je regarde et effectivement, à chaque fois, ça loupe pas. C'est soit une pleine lune, soit une nouvelle lune. Et oui, et puis en agroécologie, on fonctionne avec la Lune. On Ah met oui. les semis à la Lune montante, etc. etc. C'est évident. Bah oui, c'est clair. Donc je me dis, si on arrive à comprendre le mécanisme Oui, qui est lié à la Lune, je pense qu'on peut l'adapter, tu vois, à toutes les planètes de notre système solaire, en gros. évidemment, évidemment. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu un esprit, enfin, je ne dis pas ouvert forcément, parce que moi, ça me paraît très compréhensible. Et puis en plus, en ce moment, puisque peut-être on peut parler, il y a peut-être des. Je sais qu'il y a quelques astrologues qui m'écoutent, là, je leur ai proposé de venir. Et il y a en ce moment, il faut le dire, une conjonction très, très, très particulière, hein, et qui nous amène justement qui nous force à ce retrait d'une certaine manière, à cet retour sur soi, à ce détachement, à cette sobriété. C'est un peu comme si nos sociétés, elles vivaient jusqu'à aujourd'hui avec l'énergie, si tu veux, du printemps et de l'été, c'est-à-dire la croissance, le paraître. Et bien là, maintenant, il y a des forces qui nous amènent sur l'automne et l'hiver. Ça veut dire automne, ben, remise en question. Hein, dans l'automne, qu'est-ce qui se passe dans l'automne? Ben, les feuilles tombent de l'arbre parce que la sève rentre dans l'arbre. Donc c'est une dynamique un peu d'introspection. Tu vois ce que je veux dire? Et en Bien hiver, sûr, ouais. on est un petit peu dans une sorte de détachement, de retrait, hein, par rapport au monde extérieur. On peut considérer que, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la vie nous demande d'aller dans l'autre polarité, quoi, un petit peu de faire un accueil à l'automne et l'hiver, quoi. Tu veux dire que quand tu analyses là la carte des planètes, c'est le message en fait qui transpire de tout ça là, en ce moment. Ben, si tu veux, évidemment, là, il y a tellement de choses qui passent, hein, par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui, le virus, le problème de la 5G, le virus dans les laboratoires. Enfin, il y a plein de choses qui sont proposées, hein, et elles sont plus ou moins probablement toutes justes. Et il y a aussi, dans l'approche un petit peu, dans cette approche astrologique, on va dire, possiblement une configuration exceptionnelle qui, d'une manière ou d'une autre, a une influence ici et qui nous ramène qui nous ramène à un miroir en face de nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on est à notre place dans notre vie? Comment on fonctionne? Quelles sont nos facettes peut-être les plus dominantes? Je dirais peut-être en inflation. Parce que si, par exemple, j'ai un masque prédominant dans ma vie, je me suis construit avec telle et telle facette, peut-être qu'aujourd'hui, je dois remettre en question ma construction, tu vois, psychologique. Si je suis, par exemple, très, très maternel, où je m'occupe des autres et j'ai toujours voué ma vie pour les autres, c'est bien, mais peut-être que ce comportement cache une autre compétence qui serait peut-être de type plutôt voyage, plutôt artiste. Et en fait, on a plusieurs facettes. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut faire un point sur ces différentes facettes. Comment je me suis construit et est-ce que maintenant c'est juste? Est-ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais. la vie nous demande d'évoluer et il y a ce principe d'accomplissement que j'aime bien aussi. Tu sais, accomplissement, quand on regarde étymologiquement, ça veut dire se compléter, accomplissement. Ouais. Et se compléter, ça veut dire, bah oui, peut-être qu'on a différentes compétences et facettes. Il y en a certaines qu'on a mis devant, c'est très bien. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont là pour, tu vois, pour apparaître. On est chef d'orchestre, tous les musiciens doivent jouer.
tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah oui, puis en plus, comme tu le soulignes, là en ce moment, c'est la période idéale en fait pour prendre un peu le temps justement pour d'introspection, d'avoir des bonnes lectures. Là en ce moment, il y a tout le monde qui se mobilise sur la toile pour apporter plein d'informations positives. Il y a des lives un petit peu partout, comme on en train de le faire. Donc je pense que ouais, enfin, c'est vraiment la période idéale pour s'occuper de soi, quoi. Mais oui, mais oui. Et puis, comme le disait Maud il y a 2, 3 jours dans ton live, s'occuper de soi, c'est pas être égoïste. C'est au contraire, c'est vraiment essayer d'observer ce monde intérieur qui nous anime, tout cet univers intérieur qui nous anime, parce qu'il est beau, il a plein de potentiel et que du coup, en aimant ce monde intérieur, c'est comme ça qu'on peut le mieux aider les autres et puis rayonner un petit peu notre lumière ou avoir à dire quelque chose, tu vois. C'est clair, ouais. Tu vois, quand je t'écoute, je repense à ta carrière, donc quand tu étais dans ce côté un peu rigide militaire. Est-ce que déjà à l'époque, tu étais dans ces réflexions ou c'est venu progressivement? Non, assez tôt, je me suis quand même posé des questions. Je me rappelle bien même à l'âge de 7, 8 ans avoir posé la question à ma mère, est-ce qu'il y avait une vie après la mort? Et puis, Ok. peut-être qu'elle m'écoute d'ailleurs, ma mère, donc ne t'inquiète pas, maman, tout Ah, va ah, bien. bonjour. Et elle m'a répondu, ben non, il n'y a rien après. Et si tu veux, je suis reparti dans ma chambre avec, si tu veux, là, j'avais la tête explosée, quoi. Je ne comprenais rien. Ah, ouais. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait plus rien après, que la vie Hmm. n'ait pas de sens. Tu vois, Ok. et je dirais même que il y a eu une autre phase de ma vie un petit peu où où ça m'est revenu ce sens de la vie parce que j'ai un ami proche à 15 ans qui s'est suicidé et il avait laissé une lettre. Et dans cette lettre, il disait, la vie n'a pas de sens et je préfère tout arrêter. Pardonnez-moi. Bon, là, si tu veux, c'est pareil, ça a été un petit peu un choc. Et j'avais oublié Ok. cet épisode et ça m'est revenu petit à petit au fur et à mesure que je me posais ces questions, tu vois, existentielles, quoi. Et moi, Ok. j'avais cette angoisse-là de ce vide après la mort. Et je me suis dit, c'est pas possible, des, il faut que je trouve des solutions, ou en tout cas, il faut que je me renseigne sur ce qui a été dit, sur ce qui se dit de ce sens de la vie. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit à un moment donné qu'il y a des synchronicités dont tu parles très bien, souvent. Et ces synchronicités, on ne sait pas d'où elles viennent, mais on a l'impression qu'elles nous guident quand même, elles ont un sens, tu vois. Hmm. Ça Ah ouais, cherche. c'est clair, hein. Moi, j'ai ma petite idée hein, pour les synchronicités. Je pense que c'est nous qui les créons. Oui. Ouais. Moi, Ouais. j'ai j'ai une autre approche, mais je suis convaincu qu'on les crée aussi. Mais c'est un peu aussi comme si on parlait tout à l'heure, tu sais qu'on est notre propre chef d'orchestre et à l'intérieur de nous, il y a 12 musiciens. Ben, j'ai l'impression que sur un autre plan, on devient nous-mêmes un musicien et il y a un chef d'orchestre qui est, je ne sais pas qui c'est, au-dessus de nous. Et du coup, ce chef Possible. d'orchestre il a tout intérêt à ce qu'on joue bien, qu'on soit à notre place. Ouais, Alors, c'est possible, ouais. il faut suivre les mouvements. Clair, ouais. Il faut essayer. De- Depuis tout ce cheminement-là que tu as fait, maintenant, donc tu es ostéo depuis une dizaine d'années, tu dois avoir un regard aussi sur l'évolution, tu sais, de ce qu'on appelle les prises de conscience, qui ont de plus en plus lieu là en ce moment, encore plus en ce moment parce que les gens sont confinés. Quel est ton point de vue, par exemple, depuis ces 15 dernières années? Est-ce que tu as l'impression qu'on va dans une bonne direction? Ouais, je pense. Moi, je suis fondamentalement optimiste parce que si tu pars du principe, comme on a dit, que la vie est évolutive, alors on évolue tous. Alors, peut-être qu'il y a des passages d'involution, mais moi, je dirais plutôt de transformation ou de mutation. Tu vois, un peu comme si on était à un moment donné, on rentrait dans l'automne, ben, on est dans une sorte de dépression. L'automne, c'est dépressif. Donc, quelque part, la dépression, c'est aussi une énergie naturelle. Il ne faut pas que ça soit chronique, mais quelque part, c'est une dynamique tout à fait naturelle. Moi, les 2 grands changements de vie que j'ai eus, elles se sont passées lors de dépression. Et à chaque fois, j'ai tout changé dans ma vie. Ok, À chaque fin de dépression, j'ai tout changé. Le travail, les relations, enfin la relation dans laquelle j'étais.
Et finalement, avec le recul, c'était pour un bien. Oui, oui. Donc, je suis. Oui, mais alors on peut pas recommander. On peut pas recommander aux gens d'avoir une dépression. Ben, moi, évidemment, il y a différents types de dépression, je pense. Hein. Il y a des personnes qui peuvent avoir une sorte de dépression chronique parce qu'il y a des impacts au niveau de l'alimentation, au niveau des intestins qui peuvent jouer sur l'humeur. Mais parfois, c'est des types de dépression qui sont un petit peu ontologiques, c'est-à-dire c'est des remises en question. Et là, ben, l'énergie, il n'y a plus d'énergie parce qu'il faut qu'on aille à l'intérieur de nous, tu vois. Est-ce que c'est proche du burn-out? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors après, je ne suis pas un spécialiste dans le burn-out, mais en tout cas, de mon vécu personnel et avec les patients, je m'aperçois qu'il y a des phases de dépression qui sont vraiment salutaires. Par contre, il ne faut pas que ça soit chronique, il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même, parce que là, il y a comme, comme le titre du prochain livre de Marie, c'est que parfois, il y a un passé qui ne passe pas. Hein. Tu veux dire le titre du prochain livre de ta femme, c'est? C'est quand un passé ne passe pas. Ok. Voilà. Tu peux nous expliquer? Il y a parfois des vécus qui sont des événements qui n'ont pas été digérés, plus ou moins inconscients. Et parfois, ces vécus-là nous sortent un petit peu de la temporalité, tu sais, de notre capacité à vivre pleinement l'instant présent. Des fois, on dit souvent, il faut vivre l'instant présent, il ne faut pas regarder derrière soi, il faut être dans la joie, il faut être là, ici et maintenant. Je pense que c'est la finalité, notre capacité de présence, c'est le but. Mais parfois, il y a des choses du passé qui nous tirent en arrière, comme une encre. Tu vois, on veut avancer, mais on ne voit pas l'encre qui est en dessous. Et parfois, c'est des vécus qui ne sont pas passés. Et en mettant de la lumière dessus, ben, parfois, l'encre, elle se libère un peu toute seule. C'est en tout cas vraiment la dynamique de Marie dans son travail de psychothérapie. Et c'est ce qu'elle va essayer de partager avec ce livre qui va paraître en septembre. D'accord. Ouais. Donc, on aurait des empreintes du passé, qu'on le veuille ou non. Ben, si tu veux, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Freud qui dit que nous menons deux types de vie. C'est-à-dire à la fois que nous menons notre propre vie en tant qu'individu, où on est maître de notre destin, qu'on est créateur de notre vie, c'est vrai. Et je pense que plus on évolue, plus on peut être maître de notre vie. Et en même temps, il dit on mène une deuxième vie, c'est-à-dire comme un maillon d'une chaîne transgénérationnelle à laquelle on peut être parfois assujetti contre notre volonté. Mais c'est totalement inconscient. Ok. Parfois, ça a de mettre de la lumière dessus. Alors, comment tu peux t'en apercevoir? Alors, c'est des fois quand on a envie de réaliser quelque chose, qu'on a envie de créer quelque chose, on a envie de faire une rencontre positive, de réaliser des projets, et on voit qu'il y a une sorte de sabotage, tu vois, ou alors comme s'il y avait quelque chose qui nous ramenait dans l'échec, tu vois. Et parfois, cet échec, ben, je dirais, des fois, il ne nous appartient même pas. Okay. C'est une sorte de nœud, c'est parfois une sorte de nœud de culpabilité qui est transgénérationnel. Un peu comme le mythe d'Oedipe, si tu veux. Mais d'où la nécessité, mais catégorique, j'ai envie de dire, que chacun prenne soin de soi, quoi. Mais évidemment, c'est la base de tout. Eh oui, mais c'est très difficile de se remettre en question. C'est extrêmement difficile. Parce que quelque part, quand tu te remets en question, tu vas à l'intérieur de toi. Donc, ça veut dire que tu n'es plus dans cette ouverture au monde, tu es à l'intérieur. Donc, c'est pas très fun, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un passage parfois. L'automne, c'est pas très fun, tu vois. Là, il pleut dehors, bon, c'est pas fun. Mais derrière, il va y avoir du soleil et les plantes, elles poussent, quoi. Donc, c'est des passages. Bien sûr. Et moi, je vois aussi beaucoup de jeunes qui ont des tempéraments type, j'appelle ça automne, tu vois. Donc, avec des capacités en psychologie, des compétences en psychologie, des capacités à aller dans l'introspection, en même temps qu'ils ont besoin de le faire, parce qu'ils peuvent avoir des vécus très importants qui n'ont pas été libérés, personnellement, voire transgénérationnels.
Et ce sont des personnes qui parfois culpabilisent d'être un peu dans ce truc, tu vois, un peu souvent avec des étapes de dépression, un petit peu. En fait, il faut vérifier si c'est inné, si c'est un tempérament qui est inné. Parce que ce sont des personnes qui sont douées pour ça. On retrouve beaucoup de grands psychologues dans ces énergies d'automne, tu vois, parce qu'ils sont doués pour aller chercher l'ombre. Ils sont doués pour aller dans l'introspection. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une problématique. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, ouais. Comme j'avais lu aussi une fois qu'il fallait remercier toutes les personnes qui étaient très sensibles et qui avaient une facilité à pleurer d'émotion, de gratitude, parce qu'elles mettaient justement le doigt sur la beauté en fait de ce qui nous entoure, quoi. Mais bien sûr, ça c'est les gens hypersensibles, très sensibles à l'environnement. Il y en a qui sont moins sensibles à l'environnement. Donc il y a toute une palette, tu vois, de compétences et qui dit compétences, c'est-à-dire quelque chose de positif qui nous permet de faire des choses. Mais de l'autre côté, comme à une polarité opposée, tu sais, c'est l'autre côté de la pièce, hein, il y a une vulnérabilité. Tu vois, et connaître la vulnérabilité, c'est vraiment intéressant aussi. C'est vraiment intéressant. Là, en cette période de confinement, est-ce que tu aurais des outils peut-être à recommander aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent pour peut-être faire ce premier pas, tu sais, de cheminement d'introspection personnelle? Moi, si tu veux, là, on est dans une phase, si tu veux, de retrait, de retour sur soi et de détachement du monde extérieur. Je pense qu'il faut remettre en question le mode de consommation, tu vois, ou la notion de paraître, la notion de consommer, la notion d'être actif. Je pense qu'il faut revenir sur soi et se poser des questions sur comment je fonctionne, qui je suis, de quoi j'ai besoin. Et peut-être de faire le lien entre quels sont mes besoins essentiels, qui pourraient être en lien finalement avec l'âme ou la conscience, c'est-à-dire le besoin d'aimer, le besoin d'évoluer, le besoin d'aller au centre de soi, et faire la distinction avec les besoins secondaires qui pourraient être en lien avec nos différents masques, nos différentes facettes, mais qu'on prend comme des besoins essentiels alors que ce sont des besoins secondaires. Ok. Tu vois, je dirais plus qu'on est peut-être dans une période maintenant où on se dit, bon, quels sont mes besoins essentiels? Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est d'avoir une voiture, une belle voiture? Est-ce que c'est d'avoir du succès? Ou alors est-ce que c'est d'être là, présent, bien avec ma partenaire, mon partenaire, mes enfants, et à faire mon potager tranquille? Tu vois? Ouais, complètement, ouais. Oui, ça me fait penser à quand j'ai créé mon entreprise en 2003, je me suis posé cette question, en fait. Je me suis dit, mais Julien, quels sont tes besoins? Et à partir du moment où j'avais déterminé mes besoins, bah après, j'ai réfléchi à un modèle économique. À l'époque, Internet venait d'arriver. Et je me suis dit, il faut que je trouve un modèle économique qui me permettra de répondre à mes besoins qui sont les basiques, c'est-à-dire manger, dormir, voyager, parce que j'adore voyager, rencontrer du monde, l'amour, l'amitié, etc. Et donc, ouais, je crois que c'est au même titre que la question c'est quoi le bonheur pour vous, se poser cette question d'introspection, quels sont mes besoins, de quoi j'ai besoin pour être heureux en fait dans mon quotidien, ça me paraît vraiment déterminant, ouais, c'est clair. Et puis vraiment faire cette distinction entre faire une sorte de discernement des différents besoins, lesquels sont prioritaires, lesquels sont moins prioritaires. Et en ce moment, de remettre en question ma dynamique, tu vois, de fonctionnement et de revenir peut-être à l'essentiel, ou en tout cas un peu plus à Ouais, l'essentiel. c'est clair. Ouais, c'est clair. Et c'est une bonne période. J'allais te poser la question, est-ce que tu penses que c'est un travail qu'on peut faire à deux? Mais je pense que c'est plutôt quelque chose que tu fais seul avec toi-même quand même, non? Je pense que les livres peuvent beaucoup nous aider par rapport à l'ouverture d'esprit et peut-être la connaissance de ces archétypes-là. Il y a des méthodes thérapeutiques. Hein. Bon, on parlait de l'astrologie, ça peut être très intéressant pour la connaissance de soi, mais d'une manière symbolique. Hein. Il y a l'énéagramme, il y a aussi les besoins, les émotions. Il y a plein d'outils pour apprendre à se connaître. Il y a les différents corps énergétiques que certains abordent avec leurs différentes fonctions. Bon, il y a plein de choses. Ça, c'est très intéressant. Mais je trouve ce qui est intéressant, c'est de repérer en soi les dynamiques les plus importantes. Tu vois? Et dans le livre, Ouais, j'aborde dans le livre ces 12 facettes que je personnifie en fait.
Tu vois, donc il y a l'artiste, il y a la mère, il y a le messager, il y a l'épicurien, il y a le patriarche, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'original, le visionnaire, et ainsi de suite. Il y a 12 archétypes que j'ai personnifiés. Enfin, c'est pas mon concept, hein. La notion de personnification, elle est ancestrale, quoi. Mais c'est très intéressant d'aborder ces forces comme un peu des personnages intérieurs qui sont là pour nous, qui sont là à apprivoiser, canaliser, qui ne sont pas à combattre, mais de les repérer, tu vois, et de se désidentifier aussi. On trouve ton livre facilement sur Internet, si on veut le commander et le recevoir à la maison, là, c'est possible? Facilement dans toutes les librairies, sur Amazon aussi, sur Fnac, sur le site de l'éditeur, M+, Édition. Oui, il se trouve assez facilement. Et dans les cabinets, dans mes cabinets, j'ai évidemment le livre évidemment disponible. Oui, parce que là, j'allais dire, là, en ce moment, on ne peut pas trop aller dans des librairies, donc on peut quand même le commander sur Internet. Oui, oui, il est disponible. Ok. Tu aurais d'autres livres peut-être à recommander? Ben, il y a des romans qui sont pas mal, hein. Tu as parlé de la prophétie des Andes par rapport à les synchronicités, les 4 accords Toltec, ça c'est vraiment bien. Il y a un livre que j'aime beaucoup de Frédéric Lenoir qui est L'Oracle de la Luna. Ok. Qui est très intéressant. C'est un roman initiatique et qui parle aussi des influences des planètes. Très, très intéressant. Il y a le livre aussi Initiation d'Isabelle Esch, qui est une dame qui raconte, qui se souvient par des canalisations ou l'hypnose, je ne sais pas quoi, qui se souvient de son initiation en Égypte à travers justement ce travail d'apprivoiser ces 12 forces. Ça, c'est pas mal, ça c'est bien aussi. Après, il y a des multitudes de livres, hein, évidemment, multitudes de livres. Je pense aussi à L'âme du monde de Frédéric Lenoir. C'est un livre aussi que je trouve très intéressant dans ses idées justement d'introspection et de bon sens. Tu sais, c'est le genre de bouquin, les bouquins que tu as cités notamment, où quand tu les lis, tu te dis, mais en fait, mais c'est évident, en fait, c'est que du bon sens. Il y a Eckhart Tolle aussi, le pouvoir du moment présent, qui est super. Et ça rappelle vraiment aussi à cette dynamique de ce qu'on appelait avant aussi, c'est Gurdjieff qui disait ça, c'est un ésotérique du 19e siècle qui disait que l'important, c'était le rappel de soi. Un petit peu, tu vois, c'est comme si tu revenais au centre, tu reviens au centre pour observer ce qui se passe, ce que tu es en train de dire, tu vois, toutes les dynamiques qui sont en train de s'exprimer à travers toi, de revenir au centre régulièrement. Et la méditation, évidemment, c'est je dirais, la méditation ou le travail de pleine conscience, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Mais parfois, ça ne suffit pas. Comment on fait pour te retrouver? Parce que je vois qu'on arrive déjà bientôt à quasiment 1 heure, ça passe vite. Ben, on peut Comment on fait par rapport à mes activités, mes formations sur le site aucoeurdesmois.com. Il y a donc le contact, hein. Il y a aussi un contact mail Stéphane Pérez, tout attaché 09@gmail.com. Voilà, avec plaisir, sur Facebook, ainsi de suite. J'en profite aussi pour faire un clin d'œil à François, que tu as interviewé la semaine dernière, puisqu'on a eu une idée justement après votre interview et après avoir parlé longuement avec lui il n'y a pas longtemps. On va essayer de mettre en place un module, parce que lui, il parle beaucoup d'approche par les compétences. Donc finalement, on est très proche dans notre courant. Et puis, c'est un ami d'enfance. On a été prof de sport ensemble dans l'armée, donc on est très amis. Et on a eu l'idée on va mettre en place pour le mois de juin, probablement, une sorte de module de formation pour les entreprises ou pour l'éducation nationale, pour apprendre à repérer ces 12 compétences, ces 12 forces, au niveau des comportements, au niveau des attitudes, au niveau de la morphologie. Enfin, voilà, plusieurs approches pour essayer de repérer ces 12 forces et pour aider la personne, les enfants notamment ou autres, hein, à mieux se connaître. Super, c'est une super idée. Ouais, hein. On rappelle d'ailleurs que tu exerces ton activité à la Grande Motte, quoi, proche de Montpellier. À Montpellier, j'ai un cabinet à Montpellier avec Marie, qui est psychothérapeute, ma compagne, sur Montpellier, sur la place de l'Europe, et aussi à la Grande Motte. Voilà. Ok. Alors là,
Bah, écoute, merci beaucoup, Stéphane. Merci vraiment, Julien, de ta confiance et puis de cette capacité que tu as à créer un échange dynamique et puis vraiment convivial. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour tout autour de toi, pour faire évoluer le monde. Bah, oui, et merci à tous de nous avoir suivis. Avec grand plaisir. J'espère que la qualité était au rendez-vous parce que parfois j'ai l'impression que l'image se figeait et que toi tu étais en décalage. Mais bon, je regarderai ça après. Mais en tout cas, on t'entendait. Donc, je pense que c'est limite le plus important. Au moins, on t'entend, la parole était propre. Donc voilà. Super. Super. Bah, un grand merci. Tu fais des bisous à Marie. Merci. Elle nous écoute, c'est génial. Et puis, j'embrasse Aline aussi, ma chérie, si elle m'écoute. Et bah, moi aussi, du coup, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une belle journée. J'ai été ravi de t'accueillir, Stéphane. Et je te dis à bientôt. Merci à vous. Merci à toi, Julien. Au revoir. Et voilà, les amis, c'était très sympa. Hein. C'était vraiment très sympa. J'aime beaucoup Stéphane. Hein, vous voyez, c'est un homme très intéressant. Il a plein de choses à dire. C'est toujours trop court, hein, évidemment, sur une heure de dire tout ce qu'on a à dire. Je vous rappelle que demain, il y a un live avec Sophie Rabi, donc en ma présence, évidemment. Ce sera sur la page Facebook du Festival pour l'école de la vie. Je vous rappelle aussi que tous les soirs, à 21h, depuis maintenant 10 jours, on publie gratuitement à 21h une conférence qui a eu lieu soit au Festival pour l'école de la vie, soit au Congrès Innovation en éducation. C'est donc tous les soirs à 21h sur la page Facebook du Festival pour l'école de la vie. Hier soir, on a publié donc Catherine Guéguin qui a eu un grand succès. Elle est accessible pendant 24 heures, donc chaque vidéo est accessible pendant 24 heures. On est très heureux de pouvoir vous offrir tout ça. Voilà, bah écoutez, moi je vais retourner à mes activités. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye.